Chapitre 10 Statistiques inférentielles et plus particulièrement la première partie concernant l'estimation et l'échantillonnage. Alors, quels sont les objectifs de cette partie du chapitre? Eh bien, il faudra premièrement connaître les différents estimateurs ponctuels et ensuite savoir estimer une moyenne ou une fréquence avec un intervalle de confiance. Alors, l'inférence consiste à déduire de l'observation d'un échantillon des propriétés qui sont vérifiées par la population tout entière. Par exemple, on cherche des informations sur la moyenne d'un caractère, sur son écart type ou sur d'autres grandeurs numériques inconnues. Alors, de telles grandeurs sont des paramètres. La vraie valeur d'un paramètre, c'est une constante inconnue. En général, on ne va pas s'embêter à prendre toute la population pour calculer vraiment la valeur. Donc l'idée, c'est d'essayer de la rapprocher d'une grandeur qui va être calculée à partir des observations collectées sur un échantillon. Et donc, on va appeler ça une statistique. Alors, pour étudier un caractère dans une population, on dispose de deux méthodes. La première, qui est la méthode exhaustive, consiste à recenser tous les individus de la population. Alors, le problème de cette méthode, c'est qu'elle est coûteuse en temps, coûteuse en moyens financiers, coûteuse aussi en termes de personnel. Donc souvent, elle n'est pas employée. Ça arrive, par exemple, quand on fait le recensement de la population, c'est ça, c'est une méthode exhaustive. Mais vous voyez bien que c'est loin d'être fait de façon très régulière. La deuxième méthode qu'on a et qui est beaucoup plus utilisée, c'est la méthode des sondages. Donc cette méthode consiste à n'étudier qu'un échantillon, alors extrait de la population mère, et d'induire ou de déduire à partir des résultats observés sur cet échantillon, des résultats qui concernent la population entière. Toute la difficulté de cette méthode des sondages, c'est d'obtenir un échantillon qui va être représentatif de la population. Alors, trouver un échantillon représentatif ne fera pas du tout partie de mon cours ici. D'ailleurs, on pourrait passer un cours entier, alors un cours, je veux dire un module entier, voire même plus, à la constitution des échantillons. On peut y passer des heures et des heures, c'est un domaine très très vaste pour lequel il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors, l'estimation consiste à évaluer un paramètre inconnu, on va dire que c'est petit état, de la population mère à l'aide de la valeur, disons t, de ce paramètre calculé à partir d'un échantillon. Alors, d'un point de vue notation, la valeur estimée du paramètre θ, on va plutôt la noter θ chapeau plutôt que t, comme ça on voit bien le lien avec la valeur qu'on essaye de calculer, et puis donc on met un chapeau pour dire que c'est la valeur estimée. Et puis donc on notera grand θ chapeau, la variable aléatoire qui correspond à cet estimateur. Alors faisons déjà un petit exemple, on n'a pas vu de cours mais on va voir que c'est très intuitif. On a une pièce de monnaie non équilibrée, donc ça veut dire qu'a priori la probabilité de pile et face, ça va pas être 1,5, et on veut déterminer la probabilité P, justement, d'obtenir, disons, pile lorsqu'on la lance. Alors pour cela, on a lancé la pièce 6 fois, et on a noté le résultat, et on a donc pile, face et pile. Alors, comme on n'a que ces résultats à disposition, le moyen le plus naturel d'obtenir une estimation de P, c'est simplement de calculer la fréquence d'apparition de pile dans l'expérience. Donc ici, P chapeau vaut 4/6, c'est-à-dire 2/3. Alors en réalité, on avait P qui était égal à 3/4, donc ça veut dire que notre estimation est proche, mais elle n'est pas égale au paramètre recherché. Donc il faut bien distinguer la valeur exacte de la valeur estimée, et c'est pour ça qu'on met un chapeau sur nos notations pour bien faire la distinction des deux.
Alors commençons par ce qu'on va appeler les estimateurs ponctuels. Alors on parle d'estimateurs ponctuels lorsque la valeur réalisée d'une statistique donne une estimation de la valeur de l'un des paramètres θ de la population, alors d'un paramètre ou de l'une des fonctions qui permettent de le caractériser. Alors, pour un échantillon dit IID, alors IID ça signifie indépendant et identiquement distribué. Alors, un échantillon IID, c'est un échantillon pour lequel les variables aléatoires qui le composent sont mutuellement indépendantes et suivent la même distribution. Donc pour un échantillon IID, eh bien, les estimateurs des grandeurs, alors paramètres ou fonctions, les plus courantes sont lesquelles? Alors, quand on regarde la moyenne ou l'espérance, eh bien, l'estimateur, c'est simplement la moyenne au sens statistique descriptif, comme on l'a vu dans le chapitre 1. Donc je fais 1 sur n, somme des xi. Pour l'espérance de x carré, alors on sait que ce terme-là, il intervient dans la variance, eh bien c'est pareil, on va prendre simplement la moyenne des xi carrés. Pour la variance, attention, là il y a un point essentiel à apprendre et à savoir. Vous voyez que la variance, au sens où on l'a vu dans le chapitre 1, donc la variance au sens statistique du terme, eh bien vous voyez que ce n'est pas l'estimateur. L'estimateur, c'est cette variance fois n sur n-1. Donc on fait bien attention, on retient bien la variance, l'estimateur de la variance, ce n'est pas la variance. J'ai ce n sur n-1. Je ferai une remarque tout à l'heure qui permettra de comprendre pourquoi est-ce que c'est pas juste la variance. Bon, quand je veux estimer une probabilité, par exemple ici, x compris entre a et b, alors j'ai pris strictement en a, plus petit ou égal en b, et bien tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de xi qui sont compris entre a et b, avec les bonnes égalités ou non-égalités, et puis je vais diviser ça par n. Donc, je prends le nombre d'occurrences divisé par n, c'est-à-dire la fréquence d'apparition des valeurs de x qui sont comprises entre a et b. Donc en fait, c'est totalement l'intuition qu'on a. Et puis, si je prends par exemple la fonction de répartition, alors on se rappelle, fonction de répartition, c'est quoi? C'est p de x plus petit ou égal, ici à petit x. Bon, ça marche exactement comme la probabilité qu'on avait juste avant. On va compter le nombre de xi qui sont plus petits que x, et puis on va diviser ça par le nombre total, ce qui va nous donner la fréquence d'apparition de valeurs plus petites ou égales à x. Alors, pour qu'un estimateur, pour qu'une statistique, puisse être considérée comme un bon estimateur d'un paramètre ou d'une fonction, eh bien on souhaite qu'elle possède certaines qualités, certaines propriétés, comme par exemple le biais, l'efficacité et la consistance. Alors, si on veut estimer par exemple la moyenne mu d'une population, bien souvent on ne dispose que d'un seul échantillon de taille n sur lequel on peut calculer la moyenne, disons petit m. Donc, en remplaçant mu par petit m, eh bien on commet une erreur. Alors cette erreur, par exemple, je peux dire c'est epsilon. Donc l'erreur epsilon, c'est donc m moins mu. Ce qu'il faut bien comprendre et se rappeler, c'est que mu, c'est une constante, elle ne dépend pas de l'échantillon, puisque c'est la valeur sur la population totale. Par contre, la moyenne estimée, petit m, celle-là, elle va dépendre de l'échantillon. Si je prends un autre échantillon, forcément, la moyenne que je vais calculer, il n'y a pas de raison pour que ce soit pile, pour que ce soit exactement la même. Donc, j'ai mu qui est une constante, mais m qui dépend de l'échantillon. Donc, epsilon qui est m moins mu, ça va dépendre aussi de l'échantillon. Et donc, epsilon est une variable aléatoire
dont on peut en particulier calculer l'espérance. Alors, ce qu'on appelle le biais d'un estimateur θ chapeau, donc on note ça B de θ chapeau, eh bien c'est très exactement la différence entre la valeur attendue de cet estimateur et la valeur théorique du paramètre θ qu'il estime. Donc B de θ chapeau, c'est l'espérance de θ chapeau moins θ. Alors on dit qu'un estimateur est non biaisé, ou on dit aussi que c'est un estimateur sans biais, lorsque B de θ chapeau est égal à 0, lorsque son biais vaut 0. Et puis, si le biais est différent de 0, eh bien on dit que l'estimateur est biaisé. Alors, avant de voir la suite, je reviens 2 secondes sur nos estimateurs qu'on a donnés tout à l'heure. Si je prends par exemple le premier, l'estimateur de la moyenne, eh bien c'est un estimateur sans biais. Si je prends mon exemple là de la variance, eh bien si j'avais pris uniquement la variance au sens statistique, c'est-à-dire je prends le morceau sans le n sur n-1, dans ce cas-là, j'aurais eu un estimateur biaisé. L'avantage de la formule avec le n sur n-1, eh bien c'est qu'en prenant cette formule, alors si je suis dans le cas d'un tirage avec remise, mon estimateur, du coup, est un estimateur sans biais. Si je suis dans le cas d'un tirage sans remise, à ce moment-là, pour avoir un estimateur non biaisé, il faut modifier un petit peu la formule que je vous ai donnée ici. Bon, mais nous, on prendra cet estimateur-là. Alors, l'absence de biais garantit donc qu'en moyenne, l'estimateur restitue la valeur correcte du paramètre. Notons d'ailleurs qu'on a également la définition d'un estimateur asymptotiquement non biaisé. Donc asymptotiquement non biaisé, c'est lorsqu'il est biaisé, mais que ce biais tend vers 0 lorsque la taille de l'échantillon augmente. Alors je vais réinsister encore une fois, mais attention, dans le cas d'un estimateur non biaisé, c'est en moyenne que l'estimateur donne la bonne valeur du paramètre. Par contre, si je prends une seule série de données, ou même juste quelques-unes, il n'y a aucune raison pour que l'estimateur soit exactement égal au paramètre. Ça peut arriver, mais il n'y a pas de raison. Et puis dans la plupart des cas, ce ne sera pas pile le paramètre qu'on cherche. Alors, je vous ai parlé ici du biais. On a d'autres qualités, d'autres propriétés des estimateurs. J'aurais pu par exemple vous parler de l'erreur quadratique moyenne, on note ça en général EQM, qui mesure l'inverse de la précision d'un estimateur. Donc l'erreur quadratique moyenne, elle est obtenue en faisant la variance de θ chapeau plus b carré θ chapeau. Donc on sait que quand on a plusieurs estimateurs possibles d'un même paramètre, en général on va privilégier celui qui a l'erreur quadratique moyenne la plus faible. Et puis on va dire qu'un estimateur est efficace ou efficient si son erreur quadratique moyenne est finie et qu'il n'existe aucun autre estimateur ayant une erreur quadratique moyenne plus faible. Alors faisons un petit exemple. On a mesuré le poids de raisin par souche sur 10 souches prises au hasard dans une vigne et on a obtenu les résultats suivants. Alors on peut bien évidemment calculer la moyenne. Donc on prend la somme et puis on divise par le nombre total. Et on trouve ici 4,7. Donc, eh bien, on peut en déduire que l'estimateur de la moyenne, c'est très exactement cette moyenne qu'on vient de calculer. Et donc 4,7 kg est une estimation ponctuelle de la moyenne mu du poids de raisin d'une souche dans cette vigne. Je peux également calculer la variance. Donc, à nouveau, variance, comme on l'a vu dans le chapitre 1. Attention, mon estimateur, c'est pas directement ma variance. Alors, si je prends plutôt l'écart-type, écart-type, c'est racine carrée de la variance. Donc, l'estimateur de l'écart-type,
c'est racine carrée de variance qu'on vient de calculer, fois 10 sur 9, puisqu'il me faut le n sur n-1. Je trouve ici à peu près 1,46 kg, qui est donc une estimation ponctuelle de son écart type sigma. Alors passons maintenant à la notion d'estimation par intervalle de confiance. Alors toutes les méthodes d'estimation qu'on a vues jusque-là donnent une valeur θ chapeau qui est une estimation du paramètre θ inconnu, c'est-à-dire une valeur dont on a de bonnes raisons de croire qu'elle est proche de ce paramètre. C'est la raison pour laquelle ces méthodes sont appelées des méthodes d'estimation ponctuelles. Une autre façon de procéder, c'est de donner non plus une valeur estimée unique, mais un intervalle de valeurs qui a une grande probabilité de contenir la valeur θ inconnue. C'est ça le principe de l'estimation par intervalle. Alors, une toute petite digression, ou une remarque, on nous donne très souvent des résultats obtenus par sondage. On en voit de partout, dans tous les livres, dans tous les journaux, à la télé, etc. Alors j'allais dire 3/4 du temps, non, quasiment tout le temps, on nous donne une estimation ponctuelle. On nous dit, voilà, il y a tant de Français qui pensent ça, en moyenne on a ça, etc. Une des seules fois où on nous donne une estimation par intervalle, c'est lorsqu'on est en période électorale, et souvent c'est même plutôt le jour des élections, où on entend parler de fourchettes. On nous donne des fourchettes, donc non pas une valeur, mais finalement un intervalle de valeurs. Il y a entre tant et tant de personnes qui ont voté pour un tel. Bon, ces fourchettes, ce sont des estimations par intervalle. Forcément, c'est un peu plus parlant, un peu plus précis. Et encore, on ne nous donne pas exactement toutes les informations pour savoir exactement ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est à peu près, à ma connaissance, en tout cas, le seul exemple là qui me vient, où on entend parler, où on nous donne des intervalles pour nous donner des estimations. Bon, revenons à nos moutons. Alors, l'obtention d'un tel intervalle nécessite bien évidemment qu'on connaisse la distribution de l'échantillon. Et si on connaît cette distribution, eh bien on peut déterminer un intervalle de confiance AB au niveau 1 moins alpha pour un paramètre θ. Alors bien évidemment, A et B vont dépendre de θ chapeau. Et comment est-ce qu'on le détermine? Comment est-ce qu'on trouve A et B? Eh bien, ce qu'on veut, c'est que la probabilité que θ soit compris entre A et B, eh bien, ce soit égal à 1 moins alpha. Donc, je serai, entre guillemets, sûr à 1 moins alpha que θ est bien compris entre A et B. Alors, si la probabilité alpha est petite, eh bien, l'intervalle AB a une grande probabilité de contenir la valeur réalisée θ. Puisque si alpha est petit, ça veut dire que 1 moins alpha est grand, enfin proche de 1. Alors, ce qui est sûr, c'est que en affirmant que θ appartient à l'intervalle AB, on risque de commettre une erreur. Malgré tout, il y a quand même une probabilité alpha pour que le paramètre n'appartienne pas à cet intervalle. On dit donc que AB, c'est l'intervalle de confiance de θ au seuil de risque alpha ou au seuil de confiance 1 moins alpha. Je suis confiant à 1 moins alpha que θ est bien compris entre A et B. Par contre, j'ai un risque de alpha que θ ne soit pas compris entre A et B. Alors on va voir dans la suite 2 exemples d'estimation par intervalle de confiance. Les plus simples, les plus classiques, ceux que vous avez déjà entreaperçus précédemment. Alors commençons par l'estimation de la moyenne. La variable aléatoire grand X bar, qui à chaque échantillon de taille n associe sa moyenne ME, eh bien suit une loi normale de paramètres M et sigma sur racine de n,
où on a M et sigma, hein, qui sont la moyenne et l'écart type de la population, et N la taille de l'échantillon. Alors, quand je prends T, la variable centrée réduite, donc x bar moins son espérance divisée par son écart type, eh bien je sais que cette variable aléatoire-là suit une loi normale centrée réduite. Alors, par exemple, je sais que pour une loi normale centrée réduite, la probabilité que t en valeur absolue soit plus petit qu'une valeur est égale à 0,95, eh bien c'est vrai pour 1,96. Alors pour trouver ça, eh bien, je vous laisse vous référer à ce qu'on a vu dans le chapitre 7, sur l'utilisation notamment de la calculatrice pour la loi normale. Donc là, ça va dépendre, hein. Si votre calculatrice a un tail, à ce moment-là, il suffira de mettre le tail en center et puis de mettre le 0,95 en proba, en R. Si vous n'avez pas cette option-là, c'est pas grave, il suffit de se ramener à du P de T plus petit que quelque chose qui vaut une certaine probabilité. Vous avez les formules pour retrouver cette probabilité. Je ne refais pas ici, je vous laisse vous référer à la vidéo concernée. Alors, du coup, ça veut dire que si on connaît sigma, quand je transforme cette inégalité sur la valeur absolue de t en une inégalité avec x bar, je trouve que la probabilité que m soit compris entre x bar moins le 1,96 qu'on vient de trouver fois sigma sur racine de n et x bar 1 plus 1,96 sigma sur racine de n, c'est égal à 0,95. Alors, le seul problème qui me reste pour estimer m, c'est que pour sigma bar, la seule chose que je connais, la seule valeur que je connais, c'est sa moyenne ME de l'échantillon. Donc, je vais utiliser cette valeur-là, et j'obtiens l'intervalle de confiance, la formule que vous connaissez, à savoir que l'intervalle de confiance de M au seuil de confiance 95% ou au seuil de risque 5%, c'est quoi? C'est ME, la moyenne estimée sur mon échantillon, moins 1,96, puisque je veux un seuil de confiance de 95%, hein. Si je veux un autre seuil de confiance, j'aurai pas 1,96, j'aurai autre chose. Et puis donc sigma sur racine de n. D'accord? Donc je redis, si jamais on n'avait pas 0,95, vous n'avez pas le 1,96 ici, hein, mais vous remplacez le 0,95 parce que vous voulez, vous trouvez la valeur ici, et vous la remplacez donc ici. Et puis donc j'ai la même chose avec un plus, hein, bien évidemment, à droite. Bon, prenons un petit exemple. Alors, un manufacturier d'ampoules veut connaître la durée de vie moyenne en heures des ampoules qu'il fabrique. Bien évidemment, il ne peut pas toutes les tester. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prélève un échantillon de 100 ampoules et il fait des calculs, il fait des tests et il obtient une durée de vie moyenne de 1100 heures. Alors, on suppose ici qu'on connaît l'écart type sigma et que cet écart type sur la population d'ampoules vaut 100 heures. Alors, un intervalle de confiance à 95% de mu, la moyenne qu'on cherche, donc sur la population totale, sur le total des ampoules, c'est donc la moyenne estimée, 1100, moins 1,96, vu que j'ai un intervalle de confiance à 95%, 100, qui est l'écart type, divisé par racine de n, c'est-à-dire racine de 100. Et puis j'ai la même chose avec un plus de l'autre côté. Je fais le calcul et je trouve 1080,4 et 1119,6. Alors, attention, ici, il y a quelque chose de fondamental à bien comprendre. Quand je fais mes calculs, il va falloir que j'arrondisse mes valeurs. Comment est-ce que je fais mon arrondi? J'utilise pas les règles usuelles de l'arrondi. On va toujours arrondir la borne de droite de façon inférieure. D'accord? Donc si je veux un entier, par exemple, je prendrai l'entier inférieur. Peu importe ce que j'ai après la virgule. Si je veux un chiffre après la virgule,
je prendrai toujours le premier chiffre après la virgule, inférieur, peu importe ce que j'ai au deuxième ou au troisième chiffre après la virgule. Et puis, au contraire, pour ma borne de droite, je vais toujours arrondir au-dessus. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on veut un intervalle de confiance à 95%. On veut être sûr, à au moins 95% de chance, qu'on ait bien, que notre paramètre qu'on cherche à estimer, est bien compris dans l'intervalle. Le problème, c'est que dans votre arrondi, si vous arrondissez par exemple la borne de gauche de façon supérieure, eh bien vous perdez, certes, pas grand-chose, mais vous perdez un tout petit peu de valeurs possibles, et donc on ne sera plus à 95% de chance, mais à 94, pas moi, 99. Mais c'est pas 95. Donc, quand on fait nos arrondis, eh bien on agrandit toujours l'intervalle pour être sûr de garder au moins 95% de chance d'être dedans. D'ailleurs, ici mes intervalles, ils sont tous fermés. On peut ouvrir, ça ne change pas grand-chose pour les intervalles de confiance. Bien, donc, ça veut dire qu'il est très vraisemblable, il y a 95% de chances pour que la durée de vie moyenne des ampoules de cette production soit comprise entre 1080 heures et 1120 heures. Alors, si jamais sigma est inconnu, ce qui sera souvent le cas, il n'y a pas de raison qu'on ne connaisse sigma si on ne connaît pas la moyenne. Et bien dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer sa valeur dans la formule par son estimateur. D'accord ? Donc l'estimateur, on avait dit, c'est l'écart type estimé, mais attention, fois racine de n sur n-1. Donc dans ce cas-là, eh bien l'intervalle de confiance, on va pouvoir l'écrire de la même façon, ME moins 1,96, et cette fois sigma E sur racine de n-1. Alors, exemple, eh bien si je reprends l'exemple des souches de vigne qu'on avait tout à l'heure, on a calculé l'estimateur de la moyenne, on avait trouvé 4,7, et puis l'estimateur de l'écart type, on avait trouvé 1,46, et on l'avait trouvé en disant que c'était eh bien, la racine carrée de l'estimation de la variance, 1,928, et puis donc 10 sur 9, le n sur n-1. Intervalle de confiance à 95%, alors, soit j'utilise la formule avec donc l'estimation de mon sigma E, si vous voulez, celui de tout à l'heure. Donc attention, si je prends sigma E, je dois le diviser par racine de n-1, donc divisé par racine de 9. Si je prends mon estimateur complet, à ce moment-là, je divise par racine de 10, racine de n. Donc on fait bien la différence, on fait bien attention. Si je prends sigma chapeau, eh bien c'est la formule qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'on remplace sigma par sigma chapeau. Par contre, si j'utilise sigma E, donc l'écart type calculé sur l'échantillon, à ce moment-là, il faut que je divise par racine de n-1. Bon, dans tous les cas, on trouve 3,79, 5,61. Donc on peut en conclure qu'il est très, très vraisemblable pour que le poids moyen de raisin d'une souche de cette vigne soit compris entre 3,79 kg et 5,61 kg. Passons maintenant à l'estimation d'une fréquence. Alors, soit P, la fréquence d'apparition d'un caractère donné dans une population, et puis on va prendre F, la fréquence d'apparition du même caractère dans un échantillon de taille n. Alors F, ça va être une estimation non biaisée de P. Je vais définir ensuite grand X, le nombre d'individus qui ont le caractère dans un échantillon de taille n. Donc ma fréquence, eh bien, ce sera le nombre d'individus divisé par n, donc j'aurai x sur n. Alors x va suivre une loi binomiale de paramètres n et p. Pourquoi ? Tout simplement, chaque caractère chaque individu aura ou non le caractère, donc le succès ça va être il a le caractère, probabilité du succès c'est P, alors certes on le cherche mais c'est P,
Et puis je vais répéter ça de façon identique et indépendante sur chacun des n individus de mon échantillon. Donc, comme je connais la loi que suit grand X, eh bien je peux en déduire un intervalle de confiance de P. Simplement, aller calculer le petit nombre là pour que la probabilité de x plus petit que machin est égale à 0,95, c'est un peu long et compliqué. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire une approximation de loi. Parce qu'on sait que si n est grand, et p ni voisin de 0 ni voisin de 1, on va pouvoir approximer la loi binomiale par une loi normale. Et une loi normale de quel paramètre? L'espérance de la loi binomiale, c'est-à-dire NP, et la variance de la loi binomiale, c'est-à-dire NP1-P. À partir de là, si je prends ma variable centrée réduite, donc Z, c'est x moins son espérance NP divisé par son écart type, racine de NP1-P. Eh bien, je sais que cette variable aléatoire-là suit une loi normale centrée réduite, une N01. À nouveau, je peux, par exemple, facilement trouver pour quel U est-ce que P de Z en valeur absolue plus petit que U vaut 0,95. Ici, c'est 1,87, puisque j'ai une loi normale N01. Je peux estimer la variance de F. Alors, la variance de F, c'est P1 moins P sur N. Alors, pourquoi? Variance de F, en fait, c'est la variance de X sur N. C'est donc 1 sur n carré variance de x, et on a donc 1 sur n carré fois np 1 moins p, d'où le p 1 moins p sur n qu'on a ici. Et donc la variance de f, eh bien on va l'estimer tout simplement par f fois 1 moins f divisé par n moins 1, attention, hein, toujours la même idée. Variance, on rappelle, c'est n, on fait fois n sur n moins 1 par rapport à la variance de départ. Bon, eh bien, on obtient du coup un intervalle de confiance pour la proportion P inconnue, qui est le suivant. Donc si je veux un intervalle de confiance de P au seuil de confiance 95%, ou au seuil de risque 5%, eh bien je vais avoir l'intervalle f moins 1,96 racine de la variance qu'on avait tout à l'heure, donc racine de f 1 moins f sur n moins 1, et puis j'ai la même chose avec le plus, et on fait bien attention, si n plus grand ou égal à 30, pour qu'on ait bien, l'approximation de loi qui ait un sens. Il faudrait aussi que P1 moins P soit vérifie les propriétés, mais comme on ne connaît pas P, c'est un petit peu compliqué. Mais on va supposer que F est quand même, on l'a dit, éloigné de 0 et de 1. Alors prenons un exemple. Pour obtenir une estimation de la proportion P d'hyperglycémiques parmi les personnes âgées de plus de 60 ans, on choisit au hasard 170 personnes dans cette population. Et on constate que parmi celles-ci, 31 sont hyperglycémiques. Alors, la fréquence d'hyperglycémique dans l'échantillon, c'est donc F, qui est égal à 31 sur 170, ce qui fait à peu près 0,18. Ainsi, un intervalle de confiance à 95% de P, c'est quoi? Eh bien, on a dit F moins 1,96, vu que je veux un intervalle de confiance à 95%, racine de F fois 1 moins F, divisé par n moins 1. La même chose avec un plus, et on trouve 0,124 et 0,241. Donc, on peut en conclure qu'il est très vraisemblable, il y a 95% de chances pour que la proportion d'hyperglycémiques dans cette population soit comprise entre 12,4% et 24,1%. Alors, une remarque, sur l'intervalle 0,1, le produit f fois 1 moins f, il est maximal si f est égal à 1,5. Et dans ce cas-là, f fois 1 moins f, ça vaut 1/4. Alors, en majorant
racine de f 1 moins f sur n par 1 sur 2 racine de n, hein, racine de 4 ça fait 2, eh bien on obtient l'intervalle ici, f moins 1,96 fois 1 sur 2 racine de n, et f plus 1,96 fois 1 sur 2 racine de n, ce qui est déjà plus simple. Bon, attention, cet élargissement de l'intervalle, on le considère comme acceptable que si f est compris entre 0,3 et 0,7. Hein, donc il faut être assez proche là de ce 1,5. Bon, si en plus on majore 1,96 par 2, on va avoir des simplifications et on obtient le résultat connu, que vous avez vu au lycée, qui dit que si f est compris entre 0,3 et 0,7, alors l'intervalle f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n, c'est l'intervalle de confiance de P au seuil de confiance 95% ou au seuil de risque 5%. Par contre, cet intervalle-là, il ne fonctionne que si on prend 95%, hein, bien évidemment, parce que la majoration là, de 1,96 par 2, bah, le 1,96 vient du 95%. Voilà qui conclut cette partie sur les estimations et l'échantillonnage. Voilà, je vous laisse passer à la vidéo suivante pour regarder ce qui se passe quand on parle de tests statistiques.